Il est 14h12. C'est un mardi comme les autres. Le ciel est bleu, peut-être quelques nuages inoffensifs. Vous êtes au travail, ou chez vous, ou dans votre voiture. La radio joue une chanson que vous avez entendue 1000 fois. Et soudain, le monde s'éteint. Ou plutôt, il s'allume. Une lumière blanche, absolue, silencieuse, efface tout. Plus brillante que le soleil, plus blanche que la neige, elle traverse vos paupières fermées. Elle imprime l'ombre des persiennes sur le mur opposé. Il n'y a pas de son. Pas encore. Juste cette lumière divine et terrifiante qui fige l'hémisphère. Votre cerveau reptilien hurle. Danger. Mais votre cortex moderne ne comprend pas. Est-ce un orage? Une explosion de gaz? Non. C'est l'atome qui vient de se fendre au-dessus d'une cible stratégique à 40 km de là. Vous avez quelques secondes, peut-être une minute, selon la distance. Si vous êtes encore vivant pour voir la lumière s'estomper, c'est que vous n'êtes pas dans la zone zéro. Vous êtes dans la zone de survie. Mais la survie, pour l'instant, est une question de physique pure. L'onde de choc arrive. Vous ne l'entendez pas venir, car elle voyage plus vite que le son. Vous sentez d'abord le sol trembler, comme un train de marchandises qui passerait sous votre salon. Puis, les vitres explosent. Pas se brisent, elles explosent vers l'intérieur, transformées en milliers de poignards de verre. Le bruit arrive enfin. Un claquement titanesque, comme si le ciel entier se déchirait, suivi d'un grondement sourd qui dure, qui fait vibrer vos dents et vos os. Heure 1. Le silence revient. Les alarmes de voiture sonnent partout dans le quartier. La poussière de plâtre tombe de votre plafond. Vous vous relevez, hébété, couvert d'éclats de verre, les oreilles bourdonnantes. Vous êtes vivant. Vous regardez par la fenêtre brisée, erreur fatale, ne jamais regarder le champignon, et vous voyez cette colonne grise et orange qui monte dans la stratosphère. C'est magnifique, et c'est la fin de votre monde. Votre téléphone vibre, une alerte présidentielle, stridente qui perce le chaos mental, frappe nucléaire confirmée, impact limité, restez à l'abri, ne sortez pas, fermez tout, restez à l'abri, c'est la consigne officielle. C'est ce qu'ils disent à la télévision, si elle fonctionne encore, c'est ce qu'ils disent à la radio. Mettez-vous sous une table, loin des fenêtres, mais voici ce qu'ils ne vous disent pas, parce qu'ils ne veulent pas créer de panique. Votre maison, dans son état actuel, est une passoire. Votre abri est un piège mortel. L'explosion n'était que le début. Le vrai tueur, le tueur silencieux, est en train de se former là-haut, dans ce nuage qui refroidit. C'est ici que commence la course contre la montre. Vous avez environ 15 à 30 minutes avant que les retombées ne commencent à toucher le sol, selon les vents. C'est ce qu'on appelle les heures en or. Ce que vous faites maintenant déterminera si vous vivrez 30 ans ou 3 semaines. Comprenez bien ce qu'est une retombée radioactive. Ce n'est pas un gaz magique vert comme dans les jeux vidéo. C'est de la terre. C'est du béton, du verre, de l'acier, pulvérisé par l'explosion, aspiré dans la boule de feu, mélangé aux produits de fission de la bombe, césium, iode, strontium, rendu hautement instable, et qui retombe maintenant sous forme de poussière fine, de cendres ou de pluie noire. C'est du sable radioactif, et ce sable est extrêmement lourd. Il va se poser sur votre toit, sur votre pelouse, sur votre voiture. Chaque grain émet des rayons gamma invisibles qui traversent les murs, la chair et l'ADN, comme des balles de fusil microscopiques. Heure 2, l'action immédiate. Vous devez fortifier. Oubliez votre salon avec les grandes baies vitrées. C'est indéfendable. Vous devez choisir la pièce la plus centrale de votre maison. Idéalement un sous-sol, mais si vous n'en avez pas, choisissez un couloir central, une salle de bain sans fenêtre ou un grand placard. C'est votre cœur de survie. Votre priorité absolue n'est pas la nourriture, c'est l'eau. Si le réseau d'eau fonctionne encore, vous avez peut-être 10 minutes avant que la pression ne chute ou que l'eau ne soit contaminée par les pannes électriques des stations de pompage. Courez à la salle de bain. Bouchez la baignoire. Ouvrez les robinets à fond. Remplissez tout. Baignoire, lavabo, seau, casserole. Cette eau sera votre trésor. Une fois que c'est fait, coupez l'arrivée d'eau générale de la maison pour éviter que l'eau contaminée du réseau extérieur ne refoule dans vos tuyaux. Maintenant, l'étanchéité. Vous avez vu les films où les gens mettent du scotch sur les vitres. C'est dérisoire, mais c'est mieux que rien. Ce que vous devez faire, c'est empêcher la poussière d'entrer. Si vos fenêtres sont cassées par l'onde de choc, vous êtes en danger critique. Utilisez des matelas, des portes d'armoire démontées, des tables renversées pour bloquer les ouvertures. Utilisez du gros scotch, des bâches plastiques, des sacs poubelles scotchés ensemble pour créer une barrière hermétique. L'air ne doit pas passer. Coupez la VMC, ventilation mécanique contrôlée. Bouchez les aérations au-dessus des fenêtres avec des chiffons humides. Fermez le clapet de la cheminée. Votre maison doit devenir un sous-marin. Heure 3 à 5. L'arrivée de la pluie. C'est là que la psychologie commence à craquer. Dehors, le ciel s'assombrit. Ce n'est pas la nuit. C'est le nuage qui passe au-dessus de vous. Et puis, vous l'entendez.
Un bruit doux, régulier. Tac, tac, tac. Comme une pluie d'été sur les tuiles. Sauf que ce n'est pas de l'eau. C'est de la cendre lourde, chargée d'isotopes mortels. Ou peut-être est-ce de la pluie noire, si l'humidité atmosphérique s'est condensée sur les particules. Ce bruit est terrifiant. Chaque impact sur votre toit est une source de radiation qui s'installe juste au-dessus de votre tête. Les toits sont les pires endroits pour les retombées, car la poussière s'y accumule. Si vous êtes dans une maison de plein pied, vous avez maintenant une couche de matière radioactive à 3 mètres au-dessus de vous. Les rayons gamma traversent les tuiles, le bois de la charpente, le placo du plafond, et commencent à arroser l'intérieur de la maison. C'est pour cela que vous devez construire votre fort à l'intérieur de la maison. Prenez les livres de votre bibliothèque. Le papier est dense, c'est un excellent bouclier contre les radiations. Empilez des livres, des meubles, des valises pleines de vêtements autour de votre zone de couchage, au centre de la maison. Si vous avez une table solide, mettez-vous dessous et empilez tout ce que vous pouvez sur et autour de la table. Vous créez de la distance et de la masse. Chaque centimètre de matière entre vous et le toit ou les murs extérieurs réduit la dose que vous recevez. C'est la règle de la protection. Distance, temps, écran. Heure 6, le premier bilan. Vous êtes enfermé dans le noir. L'électricité a probablement sauté, soit à cause des dégâts physiques sur le réseau, soit à cause de l'IEM, impulsion électromagnétique, si la détonation a eu lieu en altitude. Vous êtes dans votre fort de livres et de matelas avec votre famille. Il fait chaud, l'air commence à être vicié. Dehors, le bruit de la pluie continue. C'est à ce moment précis que vous réalisez l'ampleur du mensonge. Restez chez vous. Rester chez soi sans préparation, c'est mourir lentement. Si vous n'aviez pas scellé les fenêtres, la poussière fine serait entrée par les fentes. Vous l'auriez respirée. Et une particule radioactive à l'intérieur de vos poumons est infiniment plus dangereuse qu'une source externe. De l'extérieur, c'est une irradiation. De l'intérieur, c'est une contamination. Vos cellules seraient bombardées à bout portant. Vous regardez vos enfants. Ils ont peur. Ils demandent ce qui se passe. Vous devez mentir, ou du moins filtrer la vérité. Vous ne pouvez pas leur dire que dehors, tout ce qu'ils connaissaient, le parc, l'école, le jardin, est maintenant recouvert d'un poison invisible qui restera là des années. C'est aussi l'heure des choix moraux impossibles. On frappe à la porte. Ce n'est pas la police. Ce n'est pas l'armée. C'est votre voisin, Monsieur Martin, celui qui vous a prêté sa tondeuse la semaine dernière. Il hurle. Ouvrez. Laissez-moi entrer. Mes vitres ont explosé. J'ai de la poussière partout chez moi. Vous êtes derrière votre porte barricadée. Vous avez du scotch sur les fentes. Si vous ouvrez cette porte, vous brisez l'étanchéité de votre abri. Vous laissez entrer l'air extérieur. Et Monsieur Martin est couvert de poussière. Il est, littéralement, une source radioactive mobile. Ses vêtements, ses cheveux, sa peau émettent des radiations. Si vous le laissez entrer dans votre espace confiné, il va irradier votre famille. Si vous le laissez dehors, il va mourir, probablement dans d'atroces souffrances, seul sur votre perron. Votre main tremble sur la poignée ? Le gouvernement ne vous a pas préparé à ça. Ils ont dit « Restez à l'abri ». Ils n'ont pas dit « Laissez vos voisins mourir pour sauver vos enfants ». Vous entendez ses coups faiblir. Vous entendez sa toux. Il commence déjà à sentir le goût métallique dans sa bouche, le signe que son système nerveux central réagit à une dose massive. Vous n'ouvrez pas. Vous reculez dans le couloir, les larmes aux yeux, en mettant vos mains sur vos oreilles pour ne plus entendre ses suppliques. C'est la fin de l'humanité sociale. C'est le début de la survie biologique. Le silence retombe, à part ce tapotement incessant sur le toit. Vous vérifiez votre dosimètre, si vous en avez un, peu probable, ou vous essayez d'écouter la radio à pile. Sur les ondes AM/FM, c'est le chaos. Des grésillements, des messages automatiques en boucle, ou parfois des voix paniquées d'animateurs locaux qui ne savent pas quoi dire. Personne ne sait vraiment ce qui se passe. Est-ce une seule bombe ? Est-ce la guerre totale ? Y a-t-il d'autres villes ? L'ignorance est la deuxième couche de torture. Vous êtes dans une boîte noire. Mais vous avez fait le plus dur. Vous avez survécu au flash. Vous avez survécu à l'onde de choc. Vous avez scellé votre sous-marin avant que la pluie mortelle ne commence. Vous avez de l'eau dans la baignoire. Vous êtes vivant. Maintenant, le vrai défi commence. Il ne s'agit plus de courir. Il s'agit d'attendre. Et d'espérer que les murs sont assez épais. Car les radiations, elles, ne se fatiguent jamais. Elles traversent le silence et l'obscurité, cherchant vos cellules pour briser les chaînes de votre ADN. La nuit va être longue, la plus longue de l'histoire de l'humanité. Jour 1. Le mal invisible. La première nuit est passée. Vous avez somnolé par intermittence, réveillé par le moindre bruit, par la chaleur étouffante de votre abri improvisé. Il n'y a pas de lumière du jour qui filtre à travers vos barricades aux fenêtres. Vous regardez votre montre.
Il est 8h du matin. Dehors, la pluie de cendres a cessé, ou du moins elle a diminué. Mais le danger est à son comble. Les premières 24 heures sont celles où la radioactivité est la plus intense. Les isotopes à vie courte, comme l'iode 131, crachent leur énergie avec une violence frénétique. C'est à ce moment que les symptômes commencent à apparaître. Et avec eux, la paranoïa. Vous sentez un goût étrange dans votre bouche, comme si vous aviez léché une pile électrique ou mordu dans une feuille d'aluminium. Ce goût métallique n'est pas imaginaire. C'est le résultat de l'ionisation de l'air ambiant et de la réaction chimique de votre salive face aux radicaux libres créés par les radiations qui traversent votre mâchoire. C'est le signe distinctif de l'exposition. Puis vient la nausée. Votre fils de 10 ans se plaint d'avoir mal au ventre. Il vomit. Votre cœur s'arrête. Est-ce le stress? Est-ce la nourriture en conserve qu'il a mangée froide? Ou est-ce le début du syndrome d'irradiation aiguë, SIA? C'est la torture psychologique ultime. Les symptômes initiaux de l'irradiation, nausées, vomissements, fatigue, maux de tête, sont exactement les mêmes que ceux du stress extrême et de la peur. Vous ne pouvez pas savoir. Si c'est une dose létale, il n'y a rien à faire. Si c'est une dose modérée, son corps se bat. Si c'est juste la peur, vous gaspillez de l'énergie à paniquer. Vous vous souvenez des protocoles de décontamination que vous avez lus à la hâte. Si quelqu'un a dû sortir ou si une fenêtre a fui, il faut nettoyer. Mais comment nettoyer sans eau courante illimitée? Vous utilisez l'eau précieuse de la baignoire avec parcimonie. La règle est stricte. On ne frotte pas la peau. Frotter, c'est risquer d'abraser l'épiderme et de faire entrer les particules radioactives directement dans le sang. On tamponne doucement avec un linge humide. On se mouche. On se nettoie les oreilles, on se rince les yeux. Les vêtements contaminés sont mis dans un sac poubelle, scotché, et jetés le plus loin possible, dans un coin de la pièce condamné ou dehors par une fente rapide. Cette zone devient la zone SAIL. Votre fort intérieur est la zone propre. Cette discipline militaire est difficile à maintenir avec des enfants qui pleurent et des adultes terrifiés. Jour 2, le blackout et la rumeur. 48 heures, c'est un seuil critique. Selon la règle des 7, la radioactivité a diminué d'un facteur 100 après 48 heures, 7 heures. C'est beaucoup moins qu'au début, mais c'est encore mortellement dangereux à l'extérieur. L'isolement commence à peser plus lourd que la peur immédiate. Vos appareils électroniques sont morts, pas de téléphone, pas d'internet. Le réseau électrique s'est effondré, probablement pour des mois. Vous êtes revenu au 19e siècle, mais avec des déchets nucléaires sur le toit. Si vous avez une radio à manivelle qui fonctionne, c'est votre seul lien avec la réalité. Mais ce que vous entendez est terrifiant. Les stations officielles diffusent des messages en boucle, robotiques. Restez à l'abri, ne consommez pas de légumes du jardin, ne buvez pas l'eau de pluie. Aucune information sur les secours, aucune date de sortie, juste des ordres. Sur les ondes courtes, si vous captez des amateurs, c'est pire. Les rumeurs deviennent des faits. Ils disent que la capitale est vitrifiée. Ils disent qu'une nouvelle vague de missiles arrive. Ils disent que les morts se relèvent. L'esprit humain, privé de données, invente des monstres pour combler le vide. Dans votre abri, l'ambiance se dégrade. Les toilettes ne fonctionnent plus. Pas d'eau pour la chasse. Vous devez utiliser un seau avec un sac poubelle. L'odeur dans la maison close et calfeutrée devient insupportable. Un mélange de sueur, d'excréments, de produits chimiques et de peur rance. C'est l'odeur de la fin du monde. Vous commencez à rationner l'eau de la baignoire. Elle est froide, elle a un goût de savon, mais elle est propre. Vous regardez vos réserves de nourriture. Vous mangez froid. Réchauffer de la nourriture dégagerait des odeurs et de la chaleur inutile. Vous vivez comme des rats dans un terrier. Semaine 1. Le dilemme de la sortie. Les jours 3, 4, 5 passent dans un brouillard intemporel. Vous dormez beaucoup, un mécanisme de défense du cerveau pour économiser des calories et fuir la réalité. Au bout d'une semaine, la radioactivité extérieure a chuté de manière significative. Elle est maintenant à environ 1/1000 de sa puissance initiale. Ce n'est pas sûr, mais c'est traversable. C'est le moment critique. Vos réserves d'eau baissent, les déchets s'accumulent. La situation sanitaire à l'intérieur devient aussi dangereuse que les radiations à l'extérieur. Il va falloir sortir. Mais sortir vers quoi? Le gouvernement disait « Attendez les secours ». Mais au jour 7, il n'y a toujours pas de sirène, pas de camion de l'armée distribuant de l'eau. Vous comprenez alors une vérité brutale. Les secours ne viendront pas. Ils sont eux aussi victimes, ou ils sont occupés à sauver ce qui reste de l'appareil d'État. Vous êtes seul. La première sortie est une expédition sur une autre planète. Vous vous préparez. Vous mettez plusieurs couches de vêtements, faute de combinaison hazmat, des gants, un masque FFP2 ou un foulard épais sur le nez et la bouche pour ne pas respirer la poussière résiduelle. Vous scotchez vos manches et vos pantalons. Vous déverrouillez la porte d'entrée. Le scotch se déchire avec un bruit sec. Vous tournez la poignée, l'air frais entre.
Il a une odeur étrange, une odeur d'ozone, de brûlé et de terre sèche. Vous sortez. Le monde a perdu ses couleurs. Tout est recouvert d'une fine couche de poussière grise, comme de la neige sale qui ne fondrait pas. Les arbres ont commencé à jaunir, non pas parce que c'est l'automne, mais parce que la radiation tue la chlorophylle. C'est l'hiver nucléaire local. Le silence est absolu. Pas d'oiseaux, pas d'insectes, pas de trafic. Juste le vent qui soulève des tourbillons de cendres radioactives. Vous voyez la maison de Monsieur Martin, le voisin. Il est là, sur son perron, recroquevillé. Son corps est couvert de cette poussière grise. Il fait partie du paysage maintenant. Vous ne ressentez rien. Votre capacité à l'empathie a été brûlée il y a 6 jours. Vous marchez vers le centre-ville, ou vers un point d'eau potentiel. Vous réalisez que la frappe limitée était un terme militaire pour dire que tout n'est pas détruit physiquement, mais que tout est mort biologiquement. Les bâtiments sont debout, les vitrines sont brisées, mais les voitures sont là, intactes. C'est une ville fantôme. Vous croisez d'autres survivants. Ils sont comme vous, masqués, emmitouflés, méfiants. Ils ne s'approchent pas. Ils scannent vos mains pour voir si vous avez de l'eau ou une arme, la société de consommation, la politesse, les règles de bon voisinage. Tout cela s'est évaporé avec le champignon. La nouvelle règle est simple. Ce qui est à toi est ce que tu peux défendre. Ce que tu trouves est à toi si tu le prends. Vous réalisez que la survie à l'explosion et aux retombées n'était que le prologue. Le vrai défi commence maintenant. Survivre dans un monde empoisonné, sans ressources, sans loi et sans avenir visible. Vous retournez chez vous avec quelques bouteilles d'eau trouvées dans une voiture abandonnée. Vous vous déshabillez dans le sas, vous jetez les vêtements extérieurs. Vous rentrez dans votre fort. Vous regardez votre famille. Ils sont vivants. C'est tout ce qui compte. Le gouvernement disait « Restez à l'abri ». Ils avaient raison sur un point. Votre abri est devenu votre univers. Dehors, c'est l'enfer gris. Et vous allez devoir apprendre à y vivre, jour après jour, demi-vie après demi-vie. La pluie radioactive s'est arrêtée, mais l'orage, lui, ne fait que commencer. Approfondissement, la règle des 7 et la réalité biologique. Pour comprendre pourquoi la sortie au jour 7 est possible mais risquée, il faut comprendre la décroissance radioactive. C'est la seule bonne nouvelle de la physique nucléaire. La radioactivité des retombées diminue très vite avec le temps. Après 7 heures, la dose est divisée par 10%. Après 49 heures, 2 jours environ, la dose est divisée par 100, 1%. Après 2 semaines, 343 heures, la dose est divisée par 1000, 0,1%. C'est pour cela que les premières 48 heures sont cruciales. Si vous sortez à l'heure 2 pour chercher votre chat, vous prenez une dose mortelle. Si vous sortez au jour 3, vous prenez une dose qui augmentera vos risques de cancer dans 20 ans, mais qui ne vous tuera pas tout de suite. Le danger, cependant, reste les points chauds. La pluie n'est pas tombée uniformément. Elle s'est accumulée dans les gouttières, dans les creux de la route, au pied des murs. Ces endroits restent mortels pendant des semaines. Marcher au milieu de la rue est plus sûr que raser les murs. Et surtout, le danger interne persiste. Boire de l'eau d'une flaque, ou manger une pomme cueillie sur un arbre au jour 7, c'est ingérer du césium-137 et du strontium-90. Le strontium imite le calcium. Votre corps va l'accueillir et le fixer dans vos os. Il irradiera votre moelle osseuse de l'intérieur pour le reste de votre vie, provoquant leucémies et cancer des os. La survie à long terme ne dépend pas de votre masque, mais de ce que vous mettez dans votre estomac. L'ère de la cueillette et de l'eau de source est terminée. L'ère de la conserve scellée avant l'événement est reine.